Bien. Merci aux survivants euh, d'être restés jusqu'à cette heure-ci tardive. Donc je vais écourter, évidemment, je vais m'adapter, comme dit Emmanuel, en écourtant mon propos, parce que je pense que vous en avez eu aujourd'hui déjà beaucoup, des données. Alors est-ce que c'était des données? Est-ce que c'était de l'information? Allez-vous être capable de transformer ces informations en connaissances et ces connaissances en savoir? Ça, c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose. Donc je vais essayer, je vais rajouter, alors je ne sais pas ce que je vais rajouter des mots qui sont les miens et vous en ferez peut-être un bon ou un mauvais usage, cela vous appartient. Bon, moi je vais avoir un regard un peu décalé par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui et peut-être prendre du recul, alors pas trop de recul parce que sinon on va se perdre, mais tout de même un petit peu. Mon idée, c'est de dire, donc j'ai intitulé voilà, le propos, qui était en fait c'est des notes, parce que mon objectif était aussi de réagir à ce qui s'est dit aujourd'hui. Data Driven Science, alors bon, déjà c'est Data Driven Society, hein, puisque aujourd'hui on a largement élargi notre propos à la société et pas simplement à la science. Et puis la promesse d'un nouveau paradigme scientifique à l'épreuve du réel. Alors là aussi, hein, j'élargis, c'est pas la promesse d'un nouveau paradigme scientifique, mais c'est bien la promesse finalement d'un nouveau projet de société dont il s'agit avec cette question des big data. Et à l'épreuve du réel, pourquoi? C'est parce que en fait, ce que l'on voit, c'est que nos représentations de ce que l'on appelle le réel devient un enjeu démocratique. De quoi on parle lorsque l'on parle ici de réel? Donc je vais décortiquer un petit peu tout ça. Bon, moi j'ai 3 points voilà, que je voudrais aborder avec vous. D'abord, le premier, c'est nous avons véritablement affaire à un cas classique avec les big data, un cas classique de promesse. Et donc, ici, je vais essayer de voir, de voir avec vous de quel régime de la promesse, ici technoscientifique, relèvent les big data. Dans un second temps, peut-être plus le cœur de mon travail de recherche en tant qu'épistémologue, c'est de voir comment s'insère cette nouvelle promesse, notamment en termes de traitement et d'analyse des données, dans la science, la façon de penser, de produire des connaissances et des savoirs aujourd'hui. Donc ici, c'est la question du respect ou pas du pluralisme scientifique. Et puis, dans un troisième temps, je voudrais qu'on réfléchisse un peu, qu'on discute, ça a été un peu abordé à la dernière table ronde, et c'est très bien, qu'on rediscute des conditions qui permettraient de remettre les big data dans l'espace d'une conflictualité démocratique. Voilà. Alors, sur le premier point, je l'ai dit, hein, c'est un cas classique. Les big data relèvent du régime de la promesse technoscientifique. Ce régime de la promesse technoscientifique est très documenté par les sociologues, par les anthropologues, par les historiens des sciences, et on le reconnaît assez facilement. L'intelligence artificielle telle qu'elle a été décrite, elle a été décrite précédemment avec ce projet de Data Hub, ou ce qu'on appelle la révolution des données, ou les big data relèvent du régime de la promesse technoscientifique. Par exemple, dans un rapport de l'OCDE en 2014, c'est les rapports de l'OCDE sur l'économie digitale, l'OCDE préconisait d'accélérer l'innovation dans le traitement de la maladie d'Alzheimer et de la démence en développant et renforçant l'incroyable puissance des big data. Donc on a ici la promesse que, en développant l'incroyable puissance des big data, nous résoudrons enfin un problème que l'on n'a pas résolu depuis 40 ans en recherche, qui est celui de comprendre et, parce qu'on a compris, de guérir les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc on a bien ici une promesse qui est écrite, documentée, et donc ici on a en quelque sorte échoué. Ce rapport dit que la démarche hypothético-déductive nous a amené finalement vers une impasse, le conflit théorique, le conflit des hypothèses physiopathologiques sur les mécanismes
qui déclenche la maladie d'Alzheimer, bon, n'a plus lieu d'être. Maintenant, engageons-nous dans une démarche agnostique qui consiste à collecter de la donnée, à les agréger, à les corréler. Et là, on découvrira et on produira de la connaissance nouvelle. Donc, on est typiquement dans un cas de promesse. Alors, quelle est la mécanique de cette promesse? Parce que aujourd'hui, ce régime de la promesse technoscientifique est devenu une économie. C'est la raison pour laquelle on parle d'économie de la promesse. C'est-à-dire que les futurs souhaitables aujourd'hui se vendent, se marchandent, s'échangent. Il y a des entreprises, il y a des boîtes, il y a des spécialistes de la rhétorique qui produisent des futurs souhaitables. Et ces futurs souhaitables sont comme des marchandises que l'on va choisir d'acheter ou pas. Et ici, donc, on est bien dans le registre d'une économie où la promesse devient en quelque sorte une sorte de marchandise. Alors ça, c'est la première caractéristique de ce régime-là, c'est que le futur devient un objet de préoccupation économique. Qui va pouvoir vendre le futur le plus désirable aux politiques, aux décideurs ou à nous tous, citoyens de la cité? Bon, aujourd'hui, ce qui est proposé avec ce futur de l'intelligence artificielle, de la mise en données du monde par les big data, c'est un futur parmi d'autres. Il semble que ce soit celui-ci qui ait été plébiscité, peut-être pas par nous, mais en tout cas par les porteurs d'enjeux. Alors, ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique d'un régime de la promesse technoscientifique, ça a été très bien documenté par Julie Bouchard, par exemple, c'est que ces promesses technoscientifiques s'inscrivent dans une rhétorique très particulière que l'on appelle la rhétorique du retard. Ça a été dit précédemment, c'est parce que nous sommes en retard qu'il faut accélérer. Mais en retard sur quoi? Et en retard par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Alors là, semble-t-il que l'argument, c'est nous sommes en retard. C'était le discours du président de la République pour justifier le plan sur l'intelligence artificielle vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des États-Unis, dans le cadre d'une compétitivité internationale. Donc on a là, ici, cette rhétorique qui est omniprésente du fait que, attention, nous ne devons pas décrocher. Et ça devient presque la finalité première. C'est-à-dire que derrière toutes les autres finalités, qui peuvent d'ailleurs, et moi j'ai aujourd'hui été convaincu par un certain nombre de ces finalités-là, derrière des finalités d'amélioration des soins, ou, par exemple, ou d'amélioration des connaissances, en fait, il y a une autre finalité, méta-finalité, qui va truster un peu celle-ci, c'est ne pas décrocher. Ne pas décrocher. Et donc, cette rhétorique du retard, en fait, elle est assez ancienne. Elle est née pour Julie Bouchard au XVIIIe siècle, et elle s'est intensifiée au XXe siècle. Elle a étudié, Julie Bouchard, elle, les discours de l'après-guerre en France autour de la mise en place des plans, du commissariat au plan, et notamment les plans qui concernaient la science, la recherche et l'enseignement supérieur. Et elle a identifié, par un travail scientifique, au niveau des occurrences de mots notamment, et puis des choses de ce type-là, pas à l'aide des big data, elle n'a pas fait ce travail-là avec les big data, mais en étudiant les textes, que cette rhétorique du retard était omniprésente comme élément justificateur de la mise en place des politiques d'innovation et de développement scientifique et technique. Et donc, cette deuxième caractéristique, ce régime de la promesse technoscientifique relève d'une rhétorique particulière, une rhétorique du retard, peut aussi se qualifier selon un deuxième aspect, c'est que il y a ici, selon Julie Bouchard, c'est qu'il y a co-construction de façon concomitante par les mêmes acteurs, et c'est ça qui fait la particularité de ce régime, de l'insuffisance constatée et du changement attendu. En quelque sorte, on coproduit l'attente et la réponse à l'attente. Et c'est là où ce régime de la promesse technoscientifique est problématique d'un point de vue éthique. C'est qu'il faudrait que ce ne soient pas les mêmes acteurs qui produisent l'attente, c'est-à-dire le projet, ce que nous voulons, ce futur désirable, ce futur souhaitable, ce qu'on peut appeler le projet de société,
et ceux qui y répondent. Or, lorsqu'on documente, par exemple, tous les grands projets qui ont obtenu beaucoup de milliards, et notamment récemment, un projet qui a fait un peu controverse, mais le Human Brain Project au niveau européen, qui a énormément d'argent. Ça a été un projet qui a, qui a récolté, qui a gagné un grand appel à projet au niveau européen, et qui a récolté beaucoup d'argent pour simuler le fonctionnement d'un cerveau, réseau neuronal, avec l'idée de mieux comprendre précisément, comme je disais tout à l'heure, le fonctionnement du cerveau, ses défaillances, et notamment pour pouvoir agir sur ces défaillances lorsqu'elles provoquent des maladies. Bon, ce projet, quand on étudie la façon, sa genèse, alors c'est 5 ans, la genèse de ce projet, en fait c'est la continuité d'un autre projet, et quand on documente très précisément la rhétorique autour de ce projet, on voit très bien que ce sont les mêmes acteurs qui ont coproduit l'attente et la réponse à l'attente. Voilà. Et donc, là, l'attente, ça a été de dire, écoutez, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème des maladies neurodégénératives. C'est un fléau. Et pour résoudre ça, il faut qu'on arrive à comprendre le mécanisme, les mécanismes cérébraux qui sont en œuvre. Et nous, on va vous proposer, par rapport à cette attente-là, une réponse, la simulation d'un cerveau par un supercalculateur. Mais en fait, cette production de l'attente-là, elle devrait faire l'objet d'une discussion démocratique, large, au sein d'une communauté scientifique qui est diverse et plurielle. Parce que ce n'est pas du tout sûr que ce soit l'attente qui soit la plus partagée, d'une part, et que cette réponse proposée par le Human Brain Project soit la seule possible. Donc, première chose que je voulais dire ici, et c'est un peu provocateur, mais c'est volontaire vraiment, c'est que nous sommes dans un cas classique de promesses technoscientifiques. Et comme toutes les promesses technoscientifiques, les mécanismes qui sont mis en œuvre ne créent pas les conditions qui peuvent être favorables à une discussion démocratique sur le devenir d'un projet de société, d'un choix de société, comme celui de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données. J'y reviendrai. Le deuxième point, ici un point plus lié aux sciences, mais qui concerne quand même aussi les choix que l'on peut faire par ailleurs au-delà des sciences, c'est que je suis absolument opposé à la théorie du quatrième paradigme, dont on a parlé ce matin avec le livre de Microsoft, enfin des chercheurs de Microsoft. Cette idée selon laquelle il y aurait eu 3 phases dans l'histoire des sciences, une phase empirique, une phase théorique, une phase de simulation et de modélisation, puis une phase aujourd'hui qu'on appellerait la phase des big data. Alors ça me fait rappeler un débat épistémologique aussi classique. Tout à l'heure, on parlait du manque de la culture des précédents dans le domaine juridique. Il y a vraiment une inculture des précédents dans le domaine épistémologique aussi. C'est le débat qu'il y a eu autour de la thèse de Michael Gibbons sur le mode 1 et le mode 2. Bon, je ne sais pas si certains ont suivi ce débat-là. Michael Gibbons, qui d'ailleurs est devenu un conseiller de l'OCDE, qui a été un acteur actif de la stratégie de Lisbonne, avait sorti de son chapeau de philosophe des sciences l'idée qu'on pouvait résumer l'histoire des sciences entre une science, le mode 1 jusqu'aux années 1970, une science désintéressée, une science disciplinaire, une science neutre, une science finalement académique, certains diraient aujourd'hui fondamentale, et que ça, en fait, c'était le régime de la science avant les années 70, et puis qu'il y a eu un basculement avec la big science, puis véritablement après avec les biotechnologies, les nanotechnologies, etc., et qu'il appelle ça le mode 2, et que maintenant la science, elle est plus désintéressée, elle est plus neutre, elle est plus disciplinaire, etc. Bon, cette thèse-là a été démontée, déconstruite par tous les historiens des sciences sérieux. Parce qu'on sait très bien, et du coup la thèse du quatrième paradigme ne passe pas du tout l'épreuve du réel de l'histoire des sciences. Parce qu'à chaque époque de la construction de la science moderne, ont cohabité des régimes de production de savoir différents. Et il n'y a pas eu à un moment donné une science désintéressée, neutre, disciplinaire dans sa tour d'ivoire, et puis à un moment donné on a dit ça c'est terminé, on passe à autre chose. C'est faux. Historiquement, c'est faux. De la même façon qu'il n'y a pas eu la méthode scientifique à une époque donnée, une méthode scientifique, et qu'aujourd'hui nous serions dans un
un moment où il y aurait une nouvelle méthode scientifique. Ça aussi, c'est faux. Vous pouvez vous référer aux travaux de Ian Hacking ou de Alistair Granby, qui sont deux historiens des sciences. Le premier au Collège de France, l'autre, c'est le plus grand historien des sciences au niveau mondial, c'est un Australien. Leurs travaux montrent qu'a cohabité, depuis la naissance de la science moderne, au moins 5 styles de raisonnement scientifique. Et parmi lesquels le style de raisonnement scientifique par taxonomie, le style de raisonnement scientifique par modélisation, le style de raisonnement scientifique par gestion du grand nombre par la statistique et la probabilité, des styles de raisonnement par dérivation historique, etc. Et que ce qui a le propre de la science a précisément été de compiler entre tous ces styles de raisonnement scientifique. Lorsque vous êtes biologiste marin au XIXe siècle et que vous avez face à vous l'immensité du monde marin, la diversité de ces espèces, bon, vous commencez pas par faire de la dérivation historique, ou vous commencez pas par faire de la statistique, vous commencez pas par faire des modèles, vous faites de la taxonomie. Et en fait, c'est cette taxonomie, donc la création de catégories, plus la probabilité, plus la dérivation historique, qui va faire votre science. Mais à aucun moment, il y a eu cette idée très popperienne qu'il y a une méthode scientifique. Et là, je vous renvoie aussi à des débats épistémologiques plus anciens autour des théories de Popper, où on sait très bien que les théories de Karl Popper ne sont pas du tout adaptées à un certain nombre de sciences, notamment la biologie et notamment la théorie de l'évolution. Donc tout ça pour dire, et pour rassembler mon propos, qu'en fait la question qui se pose avec les big data, c'est celle de la possibilité d'insérer cette nouvelle façon de produire des connaissances, parce que je suis assez convaincu que c'en est une, dans un paysage existant sans bousculer et faire table rase de tout ce qui existe. C'est-à-dire, c'est vraiment la question fondamentale du pluralisme scientifique. Comment maintenir le pluralisme scientifique avec l'insertion d'une nouveauté méthodologique, d'une nouveauté épistémologique, telle des big data? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire les big data, ok, mais les big data dans le cadre d'une pluralité scientifique où on laissera la place à d'autres façons de faire la science? Et ça c'est, me semble-t-il, le combat que doivent mener les scientifiques et qu'ils ont mené depuis la naissance de la science moderne contre toutes les tentatives néo-positivistes de remplacer, de ces grands récits du remplacement où en fait on a toujours une nouvelle bonne façon de faire de la science qui va remplacer les autres. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est quid du pluralisme scientifique et de la philosophie politique qui doit l'encadrer avec l'arrivée d'un outil d'une telle puissance, accompagné de telles promesses aussi. Et enfin, troisième point, je vous avais dit que j'allais être rapide, mais c'est pour votre survie que je fais ça. Le troisième point, c'est de parler des conditions, ils sont liés aux deux premiers, de parler sérieusement des conditions qui permettraient de remettre, ou de mettre, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait déjà été, ce phénomène des big data dans l'espace d'une conflictualité démocratique. Et ici, j'ai 3 points. Le premier, me semble-t-il, pour faire ça, une des conditions qui est nécessaire, je reformule des choses qui ont été dites aujourd'hui, moi je le dis ainsi, c'est rendre visible le travail des données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de rendre visible le travail des données? Il y a toute une pensée autour des big data, de la boîte noire, on l'a dit, où en fait on rentre des données et puis ensuite ça sort des trucs. Des fois c'est des connaissances, parfois c'est des choses à jeter à la poubelle. Bref, il y a cette idée qu'en fait c'est pas très important de savoir ce qui se passe entre les deux. Moi je crois que c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental. Pourquoi? Parce que derrière cette idée que la boîte noire ne serait pas un problème, il y a l'idée que la donnée est une donnée. Que la donnée brute existe, alors que la donnée brute est un oxymore. Il n'y a jamais de données, il n'y a que des obtenus. Il n'y a que des obtenus. Ou moi je dis, pour des fois rigoler, je dis on n'a pas affaire à un phénomène big data, on a affaire à un phénomène big ficta. C'est-à-dire que les ficta, c'est les data qu'on a retravaillées et qui sont devenues des constructions, des fictions. Et donc, ça veut dire que si on n'a pas affaire à des données mais à des obtenus, il faut qu'on sache
comment on les a obtenus. Il faut qu'on sache les hypothèses qui ont permis de les obtenir. Il faut qu'on connaisse toutes les mesures de correction. Il faut qu'on connaisse toutes les mesures d'homogénéisation, l'interopérabilité des bases de données, sur quels critères elle se fait. Tout ça, ça doit être visible, c'est ce travail sur les données, ça doit être dans la communauté scientifique et à l'extérieur l'objet d'une discussion. Parce que ces choix qui vont être faits sur les corrections, sur l'homogénéité, sur le fait de rendre équivalente telle donnée avec une autre, etc., tout ce travail sur la donnée, qui est en fait un travail scriptural, qui est vraiment un travail d'inscription, mais voilà, comme on a eu avant un travail d'inscription dans les textes, dans les livres, eh bien, il relève d'intention, de valeur, de finalité, de choix. Et donc, on doit rendre visibles ces valeurs, ces intentions, ces finalités et ces choix, et donc déconstruire l'idée que la donnée nous est donnée, cet évidentialisme un petit peu mystique, selon lequel il y aurait une immanence comme ça de la donnée ou qui tomberait du ciel. Donc c'est remettre de l'historicité, c'est remettre du contexte, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, et moi j'ai bien aimé cette idée-là. Une donnée n'a pas de valeur si elle n'est pas recontextualisée, si elle n'est pas réhistoricisée, si finalement on ne fait pas le travail du sens qu'il faut faire autour de cette donnée, qui va garantir grandement sa pertinence. Voilà. Et ici, ce que je voudrais dire derrière cette idée-là, c'est que non, le parcours de soins ou le parcours de vie de la personne, par les données, ne pourra jamais recouvrir l'existence malade de la personne. Il y a une incommensurabilité indépassable entre le réel numérisé et l'existence. Ce que Spinoza disait, entre l'étendue et la pensée. C'est juste partir de ce principe-là, me semble, un point d'humilité, de départ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas doubler le réel d'un réel numérisé, qu'il ne faut pas construire des parcours de soins ou des parcours de vie par les données, mais avec l'humilité de dire que jamais ces parcours-là ne recouvriront l'existence de la personne. Il y a ici, je crois, un principe peut-être éthique qui manque dans nos textes. C'est de rappeler ça, rappeler l'incommensurabilité de l'étendue d'une existence qui jamais ne pourra être synonyme d'une agrégation de données, quelle que soit la puissance de cette collecte, quelle que soit l'hétérogénéité des données qu'on pourra recouvrir. Alors si il y a une hypothèse qui pourrait nous dire qu'on y arrivera, c'est-à-dire à faire que ce réel soit le réel numérisé, c'est de réduire le réel de telle façon qu'effectivement il se réduit aux données. C'est l'effet des algorithmes sur le réel, l'effet de l'algorithme sur nos vies, l'effet de l'algorithme sur notre représentation du monde. C'est ce que disait ce matin, je crois, Serge Abidoul. L'enjeu ici, c'est d'identifier ce que font les données, ce que font les dispositifs numériques à nos vies. Et là, effectivement, notre contact avec la machine digitale, notre contact avec les dispositifs algorithmiques, notre contact avec ces lacs ou ces océans de données, effectivement, ont un impact sur notre façon d'être, notre façon de vivre, et un risque, mais je ne sais pas si c'est un risque, une hypothèse est qu'effectivement, les dimensions de nos existences se réduisent qu'à ça. En quelque sorte, que l'individu devenir devienne un individu profil. Bon. C'est une hypothèse, mais je crois que, d'un point de vue éthique, nous aurions à graver dans le marbre un principe de base qui est celui de revendiquer l'incommensurabilité du réel numérisé par rapport à l'existence des personnes. Bon. Dans le prolongement de cette idée-là, il s'agit ici, et c'est une des conditions de la mise en démocratie des big data, d'identifier leur caractère performatif. Effectivement, voilà, c'est ce que je disais, qu'est-ce que nous font les données ? Voilà, parce que la discussion de ce matin sur que voulons-nous ou que pouvons-nous remplacer comme tâche par les dispositifs numériques, elle est intéressante. Mais en fait, ce n'est pas la question. La question, c'est, en remplaçant telle tâche par un dispositif algorithmique, comment ça change la tâche ? Qu'est-ce qui est modifié lorsque
L'idée, n'est pas de dire est-ce qu'on peut remplacer un juge par un dispositif algorithmique. Ça, bien sûr qu'on le peut. La question, c'est si on remplace un juge par un dispositif algorithmique, qu'est-ce que ça change à notre idée de la justice? Et c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est ce que font les dispositifs numériques à nos vies. Parce que les possibilités techniques, évidemment, on en trouvera toujours, des efficaces notamment. Donc ici, l'idée, c'est de dire que les données agissent. Les dispositifs et les infrastructures agissent, définissent et déterminent un certain nombre d'usages. En gros, pour employer des termes en philosophie de la technique, il y a un effet système. Il y a un effet système qu'on ne peut pas ignorer, qui est évidemment primordial sur ces questions lorsque l'on est en train de mettre en place des énormes infrastructures numériques. Quel sera l'effet de ces infrastructures sur nos vies? Lorsque l'on est en train de déléguer de plus en plus de tâches de nos quotidiens, de notre quotidien, à des dispositifs algorithmiques, qu'est-ce que ça change à nos vies? Voilà, c'est ce genre de questions, je crois, qu'il faut se poser. Et enfin, un troisième point sur ce troisième point, ce qui concerne les conditions d'une mise en démocratie des big data, c'est de réfléchir sérieusement, je crois, parce que ça, c'est vraiment, je pense, un manque, aux possibilités de choisir. Ça a été dit aussi un petit peu. Avons-nous le choix? C'est une question que je pose. À quel moment on choisit ce futur souhaitable qu'on nous promet? Et pour choisir, il y a des conditions aussi. Classique, il y a d'abord une condition temporelle. Il faut du temps. C'est un peu tautologie de le dire, mais la temporalité de la génération technique n'est pas du tout la même que la temporalité de la réappropriation par les citoyens de ces techniques. La temporalité du régime technoscientifique n'est pas du tout le même que la temporalité démocratique. Et ça, faut en avoir conscience. C'est-à-dire que cette désynchronisation-là empêche la possibilité du choix. Alors, sommes-nous capables, en 2019, de sortir de la rhétorique du retard et de oser prendre le temps de la réflexion autour d'un choix qui va nous engager pour, je pense, plusieurs générations? Parce que construire des data centers, mettre en place des plateformes de séquençage très haut débit, c'est des milliards, et ça ne sera pas si facile que ça de dire « oh ben non, on a essayé, on arrête ». Il y a un effet seuil, un effet engrenage qu'il faut considérer avant de choisir un futur parmi les autres. Parce qu'on ne pourra pas prendre tous les possibles, comme vous le savez bien. Et donc ici, il me semble qu'il y a une dimension temporelle qu'il faut considérer. Voilà. Sans prôner le ralentissement, sans prôner la décélération, j'aimerais que l'idée du respect d'une chronodiversité soit aussi un principe éthique fondamental. La chronodiversité, tout comme aujourd'hui la biodiversité a été érigée en principe. Voilà. Cette idée de chronodiversité est une forme de lutte contre la norme temporelle silencieuse de l'accélération qui nous entraîne, comme ça, dans un flux dont on ne maîtrise pas ni les tenants ni les aboutissants. Et puis, sur cette question de la possibilité du choix, je l'ai un peu dit, mais je voulais remettre un mot là-dessus, c'est que je crois que nous devons redire aussi, en termes d'éthique, revendiquer le droit à la réversibilité. Moi, je suis OK pour essayer. Moi, je ne suis pas technophobe. Moi, je suis pour l'expérimentation. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes au XXIe siècle, il faut que nous soyons, avec la crise écologique, avec la crise sociale, avec la crise civilisationnelle que nous sommes en train de subir, il faut quand même qu'on soit un peu sérieux sur les choix que l'on fait. Et donc, moi, j'ai envie de dire, pour les générations futures, mais aussi pour moi, que à un moment donné, la réversibilité soit possible. Parce qu'il n'est pas du tout sûr que ce soit le bon futur que nous sommes le bon chemin que nous sommes en train d'emprunter. Voilà, le droit à la réversibilité doit être aussi, me semble-t-il, au cœur de nos débats. Bon, voilà, donc, c'est juste pour conclure, hein, je suis rapide, mais si vous voulez, mon idée ici, c'est qu'en fait, j'appelle à ce que l'éthique qui soit faite à propos des big data
ne soit pas simplement une éthique accompagnatrice, ne soit pas simplement l'éthique de la création des guidelines. Je voudrais qu'il y ait un espace de réflexivité critique, indépendant, autonome, sur ces questions-là, pour qu'on puisse prendre en compte l'ensemble de ces dimensions sans être pris dans la rhétorique de, précisément, la promesse de cette rhétorique du retard, de cette rhétorique de l'emballement. Voilà. Merci pour votre attention.